Je n'ai jamais demandé de gratitude en retour, ni pour les chèques, les services, ni pour les factures que j'ai payées quand ils étaient dans le pétrin. Pour moi, la famille, c'était d'abord une question de soutien. Mais un soir, pendant un dîner de famille, mon gendre a ouvertement tourné en ridicule mes cadeaux bon marché, devant tout le monde. Il pensait que j'allais encaisser l'insulte en silence. Il y avait juste une chose qu'il avait oubliée. Tout ce qui faisait leur quotidien, leur voiture, leur maison, leur entreprise, n'existait que grâce à mon argent. Et à ce moment précis, j'ai décidé qu'il était temps de tout changer. Si cette histoire vous touche, cliquez sur s'abonner et laissez un commentaire pour me dire depuis quelle ville ou quel pays vous nous écoutez. Je suis très curieuse de savoir d'où vous venez. Je m'appelle Loretta Harris et j'avais 65 ans le soir où tout a commencé à se défaire. Je vivais dans une maison simple mais confortable, près de Boise, dans l'Idaho, la même que mon défunt mari et moi avions achetée ensemble 40 ans plus tôt. À l'époque, nos rêves étaient d'eau plus grands que notre compte en banque, et l'espoir était tissé dans chaque matin. J'avais été comptable professionnel pendant la majeure partie de ma vie. Je gérais les comptes de petites entreprises, équilibrant les chiffres avec une précision qui m'était naturelle. Après le décès d'Harold, je suis entrée doucement dans ma retraite. Je passais plus de temps dans le jardin et faisais du bénévolat à la bibliothèque locale. Je vivais simplement, mais pleinement, et j'avais toujours cru que ma famille était mon investissement le plus précieux. Chaque dimanche, c'était la tradition pour ma fille Sarah, son mari Derek et leurs 2 petits garçons de venir dîner. J'avais insisté pour que cette tradition se maintienne, même quand leur vie devenait plus intense, même quand les garçons avaient des matchs de foot ou des fêtes d'anniversaire. Le dimanche soir, chez Mémé, devait être un rendez-vous non négociable, un petit phare dans le courant rapide de leur vie. Ce soir-là n'a pas fait exception, du moins au début. J'ai passé l'après-midi à préparer le repas. Un pain de viande, des pommes de terre rôties, des haricots verts aux amandes et, pour le dessert, une tarte au citron meringuée. La maison sentait bon, le même parfum accueillant qui flottait toujours dans l'air quand quelque chose cuisait. J'ai mis la table avec la vaisselle du dimanche, celle qu'Harold et moi avions choisie ensemble dans un petit magasin pendant notre lune de miel dans l'Oregon. Quand ils sont arrivés, les garçons sont entrés les premiers, apportant avec eux une bouffée d'air frais et une énergie bruyante. Sarah a suivi, les bras chargés de vestes et de sacs. Derek est entré en dernier, tapotant sur son téléphone, levant à peine les yeux pour dire bonjour. J'ai ignoré ce petit pincement. C'était la façon d'être de Derek, toujours préoccupé, toujours un peu impatient. Le dîner a commencé plutôt bien. Les garçons ont bavardé de leurs projets scolaires et de leurs entraînements de foot. Sarah m'a parlé d'un nouveau studio de yoga qui ouvrait en ville. J'ai souri, j'ai écouté, j'ai resservi les plats et j'ai versé du thé glacé, ressentant cette joie simple et familière de les voir tous réunis autour de ma table. À un moment donné, je me suis levée pour aller chercher le dessert. J'avais passé la matinée à fouetter la meringue pour qu'elle soit parfaite, pour que les pointes soient hautes et fières, exactement comme Harold les aimait. En revenant vers la salle à manger, j'ai entendu Derek parler d'un ton plus fort que nécessaire, clairement destiné à attirer l'attention. Je suppose qu'on devrait être reconnaissant que ce ne soit pas un de ces cadeaux à prix mini, a-t-il dit avec un rire. Vous savez, le genre de truc que vous devez faire semblant d'aimer, parce qu'ils ont l'air de venir du bac à liquidation du magasin à $1. Ces mots sont restés suspendus dans l'air,
comme une gifle. Pendant un instant, j'ai cru que j'avais mal entendu. Mais la façon dont Sarah a pincé les lèvres et fixé son assiette m'a dit que non. Les garçons ont gloussé, sans comprendre, mais sentant l'autorisation de rire. Derek, toujours souriant, a regardé autour de la table, comme s'il s'attendait à ce que tout le monde se joigne à la blague. J'ai posé la tarte délicatement sur le buffet. Mes mains restaient fermes, même si ma poitrine était vide. Je me suis retournée, j'ai affiché un sourire qui me semblait forcé, et j'ai demandé calmement qui voulait du dessert. Personne n'a remarqué la façon dont ma voix a tremblé. Personne n'a rien remarqué du tout. Nous avons mangé la tarte. Nous avons parlé de la pluie, de l'école et de la dernière série Netflix. J'ai hoché la tête au bon moment. J'ai ri quand c'était attendu. J'ai débarrassé les assiettes et j'ai rempli le lave-vaisselle avec une efficacité mécanique. Au moment où ils sont partis, avec des câlins rapides et des promesses tièdes de m'appeler bientôt, la maison est devenue plus froide que pendant tout l'hiver. Après que la porte s'est refermée derrière eux, je suis restée debout dans la cuisine pendant un long moment, à regarder par la fenêtre dans le noir. La tarte au citron meringué est restée intacte, à l'exception de 2 fines tranches. Les chaises autour de la table conservaient encore la faible empreinte de leur corps, les fantômes d'un moment de famille, qui me semblait maintenant un souvenir d'une autre vie. J'ai pensé à tous les cadeaux que je leur avais faits au fil des ans. La compte pour leur première maison, quand Sarah m'avait appelé en pleurant, parce que la banque ne voulait pas approuver le prêt. La voiture d'occasion que j'avais achetée à Derek, quand la sienne était tombée en panne, et qu'il ne pouvait pas se permettre une neuve. Les chèques glissés dans les cartes d'anniversaire. Les cartes cadeaux, pour le supermarché, glissées discrètement dans le sac à main de Sarah, quand je savais qu'ils avaient du mal. Je n'avais pas fait ça pour des remerciements. Je n'avais pas fait ça pour de la reconnaissance. Je l'avais fait parce qu'ils étaient ma famille. Parce que les aider était aussi naturel que respirer, automatique, nécessaire. Et maintenant, ma vie, mes sacrifices, mon amour, avaient été réduits à une mauvaise blague. Je me suis assise à la table, mes mains posées à plat sur le bois, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis laissé sentir tout le poids de ce moment, la tristesse, la trahison, l'idée qu'à un moment donné, ils avaient cessé de me voir comme une personne et avaient commencé à me voir comme une obligation. L'horloge dans le couloir a continué de tic-taquer régulièrement. Dehors, les étoiles clignotaient, froides et lointaines. Dedans, quelque chose de calme et de déterminé a commencé à se durcir dans ma poitrine. Il pensait que j'allais avaler l'insulte. Il pensait que j'allais continuer à donner. Il se trompait lourdement. Le lendemain matin, j'ai continué ma routine, comme si rien n'avait changé, mais tout avait changé. J'ai arrosé les plantes en pot dans le salon, j'ai plié le linge qui attendait dans le panier depuis des jours, et je me suis préparé un petit déjeuner simple. Pourtant, chaque mouvement me semblait détaché, mécanique, comme si je ne faisais que faire semblant de vivre ma propre vie. J'ai repensé aux mots de Derek, encore et encore, comme une langue qui explore une dent sensible. À chaque fois, ça piquait un peu plus. J'ai pensé à la façon dont Sarah avait regardé ailleurs, à la façon dont personne ne l'avait corrigée, pas même doucement. J'ai pensé à quel point je devais leur sembler insignifiante à ce moment-là, à quel point j'étais remplaçable. J'avais déjà entendu des moqueries, de la part d'étrangers ou de connaissances qui ne me connaissaient pas bien. Mais de ma propre famille, des gens que j'avais élevés, soutenus, et pour qui j'avais fait des sacrifices, c'était quelque chose de totalement différent. Ce n'était pas juste un commentaire sur des cadeaux
ou de l'argent. C'était une déclaration. C'était une ligne qu'ils avaient tracée sans m'inviter à la discussion. J'ai passé la journée à nettoyer la maison de fond en comble, à frotter les sols et à polir les meubles jusqu'à ce que le bois brille et que mon dos me fasse mal. Ce n'était pas que la maison en avait besoin, c'est que j'en avais besoin, du rituel de récupérer mon espace, d'effacer les empreintes digitales des personnes qui ne valorisaient plus ce que je leur donnais. Plus tard dans l'après-midi, je me suis assise à la table de la cuisine avec un stylo et un carnet. J'ai regardé la page blanche pendant un long moment avant d'écrire un seul mot en haut, dette. Je ne pensais pas à la vengeance. Je ne pensais pas à la cruauté. Je pensais à l'équité, à la comptabilité. Après tout, j'avais passé ma vie à équilibrer des livres, à m'assurer que chaque dollar et chaque centime étaient à leur place. Peut-être qu'il était temps que je traite ma famille de la même manière que j'avais traité mes clients, avec professionnalisme, avec des conditions claires, sans place pour des suppositions. J'ai tout listé soigneusement, méthodiquement. Les 15 000 $ d'acompte pour leur maison, les 8 000 $ pour la voiture de Derek quand sa transmission avait lâché, les 5 000 $ que je leur avais donnés quand Sarah avait été licenciée pendant la récession, les innombrables petites sommes, 500 $ par-ci, 1 000 $ par-là pour des frais médicaux, des réparations d'urgence, des dépenses imprévues. Quand j'ai eu terminé, les chiffres me regardaient comme une accusation silencieuse. Pas seulement l'argent, mais la confiance derrière, la conviction que j'aidais à construire leur avenir, sans jamais demander de remboursement, parce que l'amour, je pensais, ne tenait pas les comptes. Apparemment, j'étais la seule à penser de cette façon. Quand le soir est tombé, je me suis préparé une tasse de thé et je me suis assise près de la fenêtre à regarder les lumières s'allumer dans les maisons du quartier. J'ai imaginé les conversations qui se passaient à l'intérieur de ces maisons, ordinaires et banales, pleines de petites gentillesses et d'irritation. Je me suis demandé si quelqu'un d'autre se rendait compte à quel point la gentillesse pouvait être prise pour de la faiblesse, à quel point plus on donne, plus on semble devenir insignifiant aux yeux de ceux qui prennent. Cette nuit-là, Sarah a appelé. Sa voix était joyeuse, décontractée, comme si rien ne s'était passé. Elle m'a demandé si je voulais venir le week-end prochain, peut-être apporter un plat pour le barbecue qu'ils organisaient avec les voisins. Je l'ai écoutée parler, sentant la distance dans chaque syllabe, la familiarité superficielle qui ne tenait plus entre nous. Je lui ai dit que j'y penserais. Je n'ai pas mentionné la liste. Je n'ai pas mentionné le vide qui me faisait encore mal sous les côtes. J'ai raccroché et je suis restée assise dans le noir, pendant un long moment, le tic-tac silencieux de l'horloge de la cuisine étant ma seule compagnie. Dans cette obscurité, une prise de conscience a fleuri, lente et indéniable. Je jouais un rôle depuis des années sans m'en rendre compte. La bonne mère, la grand-mère généreuse, la figure de l'arrière-plan qui souriait, aidait et donnait sans jamais rien demander en retour. Mais les rôles, comme les dettes, pouvaient être réécrits. Ils avaient ri de mes cadeaux bon marché. Ils avaient oublié que parfois, les cadeaux les plus précieux sont invisibles jusqu'à ce qu'on les retire. Je n'étais pas en colère, pas exactement. J'étais réveillée, et j'étais sur le point de leur rappeler exactement combien j'avais donné, et à quel point cela pouvait être facilement annulé. Le matin après l'appel de Sarah, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. Le soleil venait à peine de se lever, projetant de longues traînées pâles sur le plafond de la chambre. Je suis restée là un instant,
à regarder les fissures familières dans le plâtre, celles qu'Harold promettait de réparer, mais n'avait jamais vraiment eu le temps de faire. Ces fissures me réconfortaient étrangement maintenant, des imperfections qui étaient point restées fidèles, même quand tout le reste avait bougé. Je me suis levée et je me suis habillée lentement, enfilant un vieux gilet avec des fils qui pendaient au coude. La maison était silencieuse, à part le faible bourdonnement du réfrigérateur et le craquement occasionnel des planchers en bois sous mes pieds. J'ai préparé un café fort, j'ai versé une tasse, et je l'ai apporté avec moi à la table de la cuisine, où mon carnet était encore ouvert de la veille. Le mot « dette » me regardait, brut et gras. J'ai tourné la page, et j'ai recommencé, cette fois en créant un registre, comme je le ferais pour n'importe quel nouveau client. Des colonnes propres, des en-têtes claires, des dates et des descriptions précises. J'ai commencé par le début. L'année où Sarah et Derek se sont mariés, ils avaient eu des difficultés. Ils avaient évi des rêves plus grands que leur portefeuille, et Harold et moi avions été trop heureux de les aider. J'ai noté les 10 000 $ que nous leur avions donnés comme cadeau de mariage, initialement destinés à une lune de miel qu'ils n'ont jamais faite. Au lieu de cela, ils l'ont mis dans le loyer, l'épicerie et leur première voiture en panne. Ensuite est venue la compte pour leur maison. Ils avaient trouvé un endroit sur une rue calme, avec un porche qui s'effondrait et de la peinture écaillée, mais avec de bonnes fondations, comme l'avait dit l'agent immobilier. Ils n'avaient pas assez d'argent de côté, loin de là. Je me suis souvenu d'être assise à cette même table, d'avoir écrit un chèque de 15 000 $, ne ressentant que de la chaleur à l'idée de leur donner une base sur laquelle construire leur vie. Ensuite, le petit projet d'entreprise que Derek avait lancé, un café en centre-ville qui était censé être leur grande chance. Il avait besoin d'investisseurs, a-t-il dit. Les banques ne voulaient pas lui prêter d'argent sans un soutien substantiel. J'ai co-signé le prêt et j'ai contribué 25 000 $ de mes propres économies pour les aider à démarrer. Je n'ai même pas hésité. J'ai tout noté soigneusement. Les frais médicaux, quand Sarah s'est cassé la cheville en glissant sur la glace et que l'assurance n'a pas couvert tous les frais d'opération. 3 200 $. Le véhicule de remplacement, après que Derek a détruit sa voiture et avait besoin d'un transport fiable pour que le café fonctionne, 8 000 $. L'épicerie, pendant les longs mois où le commerce de Derek couvrait à peine ses frais, de petites sommes chaque semaine, 100 $ par-ci, 200 $ par-là, s'accumulant en milliers au fil du temps. Les cadeaux de Noël, les chèques d'anniversaire, l'argent d'urgence glissait discrètement dans la main de Sarah quand je remarquais son expression stressée et ses sourires crispés lors des réunions de famille. J'ai travaillé toute la matinée, mon café refroidissant à côté de moi, la liste s'allongeant de plus en plus à chaque ligne. À midi, j'avais un chiffre exact. Plus de 75 000 $. 75 000 $ que je leur avais donnés au fil des ans, croyant que c'était un cadeau d'amour, un investissement dans leur bonheur. Je me suis appuyée sur ma chaise, le stylo glissant de mes doigts. C'était stupéfiant, pas seulement l'argent, mais la générosité qui avait été tenue pour acquise, fondue dans l'arrière-plan de leur vie, comme un papier peint qu'ils ne remarquaient même plus. Ce n'était pas une question d'argent. Ça ne l'avait jamais été. C'était une question de la facilité avec laquelle ils avaient tout rejeté. La cruauté désinvolte de se rire à la table du dîner, comme si j'étais une folle bien intentionnée qui distribuait des babioles pendant qu'ils construisaient leur monde sur les fondations que j'avais discrètement payées. J'ai fermé le carnet
et je les regardai pendant un long moment. Ce n'était plus seulement une liste, c'était un registre de ma place dans leur vie, et une prise de conscience de la facilité avec laquelle ils pensaient pouvoir l'effacer. Je suis allé à mon classeur dans le bureau. J'ai sorti de vieux dossiers épais, de reçus, de contrats de prêt, de virements bancaires. Je n'étais pas aussi sentimentale que Sarah le croyait. Des années de comptabilité m'avaient appris que les bonnes intentions n'étaient pas une excuse pour des dossiers bâclés. J'ai trié les papiers méticuleusement, créant un deuxième dossier étiqueté « Preuve ». J'ai scanné des copies sur mon ordinateur. Je les ai organisées par année. J'ai enregistré des sauvegardes sur une clé USB que je portais autour de mon cou. Quand le soleil a commencé à descendre dans le ciel, peignant les murs de la cuisine d'un ambre profond, j'avais un dossier assez solide pour tenir dans n'importe quel tribunal, si cela en arrivait là. Je ne me préparais pas à une bataille juridique, pas encore, mais je savais maintenant que les règles avaient changé. Plus de dons silencieux, plus d'espoir qu'ils voient ce qui est invisible. Je leur avais donné des années de grâce. Maintenant, je leur donnerai la vérité, écrite en chiffres, qu'ils ne pourraient pas balayer d'un rire. J'ai rangé les documents soigneusement dans une pochette en cuir, la même qu'Harold m'avait donnée quand j'ai commencé mon entreprise de comptabilité. C'était étrangement approprié, qu'elle contienne la dernière comptabilité d'un chapitre que je n'avais jamais voulu voir se terminer de cette façon. La nuit est tombée doucement. Je me suis assise près de la fenêtre, avec une tasse de thé frais, la liste lourde sur mes genoux, et j'ai regardé le monde dehors sans dormir. À l'intérieur, je suis restée bien éveillée et prête. J'ai passé le lendemain matin en ville, à faire des courses avec une concentration que je n'avais pas ressentie depuis des années. Le vieux bâtiment de la banque se dressait devant moi, solide et indifférent sous le ciel couvert. J'ai resserré ma prise sur ma pochette en cuir et j'ai poussé la lourde porte en verre. L'odeur familière de papier, d'encre et d'air légèrement métallique m'a envahi. À l'intérieur, j'ai demandé à parler à M. Conway, le directeur de l'agence qui nous avait aidés, Harold et moi, à refinancer notre maison des décennies plus tôt. Il était plus âgé maintenant, ses cheveux plus fins, et il marchait plus lentement. Mais il se tenait toujours avec une sorte de dignité prudente que je respectais. Il m'a fait entrer dans son bureau, un espace simple rempli de certificats encadrés et d'un bureau en chêne usé. J'ai posé les documents délicatement sur le bureau et j'ai expliqué, avec des mots calmes et réfléchis, que je souhaitais mettre fin à tous les arrangements financiers co-signés liés à Sarah et Derek. J'ai fourni la preuve de mes contributions originales, des prêts informels déguisés en cadeaux, de l'aide pour la compte qui avait été documentée à l'époque mais jamais officialisée comme un véritable transfert de propriété. M. Conway a écouté sans m'interrompre, hochant occasionnellement la tête, ses doigts croisés pensivement sous son menton. Quand j'ai terminé, il s'est assis et a lentement expiré. « Ça va causer des complications », a-t-il dit. « Je comprends », ai-je répondu. La famille s'attend souvent au silence dans ces affaires. J'ai été silencieuse assez longtemps, ai-je dit. Il a hoché la tête à nouveau, plus fermement cette fois, et a commencé à rédiger les documents nécessaires. J'ai signé des formulaires pour me retirer en tant que garante des prêts commerciaux de Derek, avec effet immédiat. J'ai déposé une notification de réclamation sur l'acompte de la maison, établissant que c'était un prêt, pas un cadeau, annulant ainsi certaines conditions favorables qu'ils avaient eues avec le prêteur hypothécaire. Ça n'allait pas se faire du jour au lendemain,
mais les vagues commenceraient assez tôt. Après la banque, j'ai marché 2 rues plus loin, jusqu'à un petit cabinet d'avocat, niché entre un fleuriste et un pressing. J'avais pris rendez-vous avec une avocate spécialisée en immobilier, Madame Reyes, une femme vive dans la quarantaine, réputée pour sa discrétion et sa ténacité. Elle a examiné les copies des reçus et des virements bancaires que j'avais apportés, hochant la tête d'un air approbateur à la vue de la propreté de ma comptabilité. Ensemble, nous avons rédigé des lettres de mise en demeure officielles, adressées à Sarah et Derek, détaillant les montants dus et les conditions dans lesquelles le remboursement serait attendu. Il n'y aurait pas de menaces, pas d'insultes, seulement des faits présentés dans le langage clair et sans émotion, des contrats et des obligations. Madame Reyes a demandé si je voulais aller au tribunal immédiatement ou leur donner une chance de résoudre le problème en privé. J'ai choisi cette dernière option. Une dernière chance pour qu'ils me traitent avec le respect que je méritais avant que la loi ne prenne le relais là où la gentillesse avait échoué. En quittant le bureau, j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et de pouvoir. Je n'étais pas fière de ce que j'avais à faire. Aucune mère ne rêve de rédiger des avis juridiques contre son propre enfant. Mais la fierté n'était plus le sujet. La survie l'était. La dignité l'était. Je suis rentrée chez moi, juste au moment où le soleil de l'après-midi commençait à disparaître derrière un épais rideau de nuages. Je me suis fait un sandwich que j'ai à peine goûté. Puis, je me suis assise à la table de la salle à manger, regardant les 2 enveloppes que j'avais préparées, une pour Sarah et une pour Derek. Leurs noms écrits de ma main soignée et régulière. Le même type de main qui avait autrefois rempli des cartes d'anniversaire, des listes de courses et des mots doux glissés dans des boîtes à lunch. Je pensais à ne pas les envoyer. Je pensais à les déchirer et à faire comme si la semaine passée n'avait jamais eu lieu. Mais je ne pouvais pas oublier le rire de Derek. Je ne pouvais pas oublier le vide dans ma poitrine chaque fois que je repensais au silence de Sarah. J'ai scellé les enveloppes. Devant la boîte aux lettres, j'ai hésité un instant. La porte métallique froide, ouverte dans ma main. Puis, je les ai glissées à l'intérieur et j'ai laissé la porte se refermer avec un bruit sourd et irrévocable. Le premier pas avait été fait. Un pas non pas de vengeance, mais de récupération. Je n'essayais pas de les détruire. Je reprenais simplement ce qui était à moi. Et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre, j'ai senti quelque chose fleurir au fond de moi, hésitant et tenace. La liberté. Elle n'était pas venue avec des défilés ou des applaudissements. Elle était venue tranquillement, enveloppée de détermination, aussi régulière que le tic-tac de la vieille horloge dans mon couloir. Et je l'ai accueillie. La première vague est arrivée 3 jours plus tard. C'était un message vocal de Sarah. Sa voix était tendue, presque à bout de souffle. Elle me demandait de la rappeler. J'ai écouté le message 2 fois avant de reposer le téléphone sur son chargeur sans répondre. J'avais besoin de plus que de mots paniqués pour défaire ce qui avait été fait. À la fin de la semaine, les vagues s'étaient transformées en déferlantes. J'ai reçu une lettre de leur société de prêt hypothécaire, une copie envoyée pour mes dossiers, informant toutes les parties que leur prêt immobilier était maintenant en cours de révision en raison du nouveau calcul de la source de l'acompte initial. Le taux d'intérêt favorable dont ils avaient y bénéficié, partiellement assuré par mon implication et ma bonne cote de crédit, n'était plus valable. Le coup de fil suivant est venu de Derek. Il n'a pas pris la peine d'être aimable.
Il a immédiatement lancé des accusations. Ses mots étaient montés brûlants et rapides. Il me demandait ce que je pensais faire, comment je pouvais ruiner leur vie à cause d'une stupide blague. J'ai écouté, silencieuse, le laissant vider tout son venin. Quand il s'est finalement arrêté, je lui ai dit, calmement et doucement, que toutes les actions avaient des conséquences, même celles que les gens pensaient être oubliées dès qu'elles étaient prononcées. Il a raccroché sans un mot de plus. Après, je me suis assise à la table de la cuisine, regardant la pluie glisser sur la vitre de la fenêtre. Ce n'était pas de la satisfaction que je ressentais. Ce n'était pas une victoire. C'était un deuil de la confiance qui avait été brisée, du pont invisible entre nous, qui avait finalement cédé sous le poids des années de générosité à sens unique. Dès la 2e semaine, le café que Derek avait tant travaillé à construire a commencé à montrer des fissures. Les fournisseurs, alertés par les changements dans le soutien financier, sont devenus prudents. De nouvelles conditions ont été imposées, des taux d'intérêt plus élevés, des paiements initiaux. Sans mon aval silencieux derrière lui, Derek s'est retrouvé exposé, vulnérable d'une manière qu'il n'avait pas prévue. Sarah a rappelé, cette fois en pleurant. Elle m'a supplié de reconsidérer, de nous voir et d'en parler. Elle a dit que les garçons me manquaient, que ce n'était pas juste de les punir. Sa voix s'est brisée de cette façon familière, de la même façon que quand elle était petite et qu'elle s'écorchait le genou ou qu'elle perdait son jouet préféré. Ça a presque marché. Presque. Mais je me suis souvenu d'être debout à l'évier de la cuisine, quelques semaines plus tôt, à la regarder rire à la blague de Derek, à la regarder laisser passer le moment, sans même un regard dans ma direction. Elle était assez grande pour savoir. Elle était assez grande pour choisir différemment. Je n'ai plus répondu à ses appels après ça. Je me suis concentrée sur ma vie, mon jardin, mes livres. J'ai fait de longues promenades dans le quartier, sentant les saisons commencer à changer, l'air devenant plus vif. Je me suis assise sur le porche le soir, regardant les étoiles percer des trous dans le ciel de velours sombre, pensant au long voyage qui m'avait mené à cette clarté calme et douloureuse. Un après-midi, en rentrant de la bibliothèque, j'ai vu le camion de Derek garé devant ma maison. Pendant un instant, j'ai pensé à faire demi-tour et à rentrer chez moi par le chemin long. Mais j'étais fatiguée de fuir le malaise. J'ai marché droit sur le chemin, mes clés tintant doucement dans ma main. Il s'est levé quand je me suis approchée, les bras croisés sur la poitrine, la colère rayonnant de lui comme la chaleur de l'asphalte chauffé par le soleil. « Tu vas détruire tout ce qu'on a construit, a-t-il dit. » Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu non pas un méchant, mais un homme qui avait confondu la générosité avec une obligation, la gentillesse avec de la faiblesse. J'ai vu un homme qui n'avait jamais vraiment grandi dans l'espace qui avait été préparé pour lui. C'est moi qui l'ai construit, ai-je dit simplement. Il a ouvert la bouche pour contester, puis a semblé y repenser. Sans un mot de plus, il est monté dans son camion et est parti, les pneus crachant du gravier derrière lui. La crise s'est aggravée après cela. Leur société de prêt hypothécaire a émis une demande formelle de fonds supplémentaires pour couvrir l'ajustement du solde du prêt. Les fournisseurs ont rompu les liens. Les posts joyeux de Sarah sur les réseaux sociaux sont devenus de plus en plus rares, remplacés par des mises à jour vagues et tristes sur les moments difficiles. J'ai entendu de la part d'amis communs qu'ils envisageaient de vendre la maison, de réduire leur train de vie, peut-être de déménager chez les parents de Derek pour un certain temps. Ce n'était pas ce que j'avais voulu.
Mais c'était ce qui devait arriver. Certaines leçons, j'avais appris, ne s'imprègnent que lorsque le sol cède enfin sous vous. Dans le calme qui a suivi, je me suis retrouvée à respirer plus facilement. Le chagrin était toujours là, lourd et familier. Mais en dessous, quelque chose de nouveau poussait. Une sorte de paix. Pas la paix qui vient quand tout va bien, mais la paix qui vient de choisir enfin, irrévocablement, de se choisir soi-même. Dans les jours qui ont suivi l'effondrement de leur vie soigneusement élaborée, je me suis retrouvée à faire mes tâches avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. L'air sentait plus pur, d'une certaine façon. Le simple fait de marcher dans ma maison, de toucher la balustrade usée qu'Harold avait vernie à la main, me donnait l'impression de récupérer quelque chose que je n'avais même pas réalisé avoir perdu. J'ai continué à attendre que la culpabilité m'envahisse. Elle n'est pas venue. Au lieu de ça, quelque chose de différent s'est installé dans mes os. Quelque chose de plus vif et de plus net. Une sorte de réveil qui rendait le monde un peu différent, comme si les contours des choses avaient été affûtés pendant que je n'y prêtais pas attention. Un après-midi, en triant de vieux albums de photos dans le salon, je suis tombée sur une photo de Sarah, petite, peut-être 5 ans, portant une couronne en papier de travers et un sourire qui pouvait faire fondre le cœur le plus dur. Je me suis assise, la photo tremblant légèrement dans mes doigts. Je me suis souvenue de la fête clairement. Comment elle avait insisté pour faire les décorations elle-même. Comment elle avait sangloté quand le gâteau s'était effondré dans le four, et comment Harold avait couru au magasin pour en acheter un autre sans se plaindre. Nous avions toujours été leur filet de sécurité. Le présupposé n'ont dit que, quoi qu'il arrive, nous la rattraperions avant qu'elle ne touche le sol. Peut-être que c'était l'erreur. J'ai pensé à chaque fois où j'avais écrit un chèque, offert un prêt, les avais tirés d'affaire discrètement pour qu'ils ne ressentent pas les conséquences réelles. J'ai pensé à la façon dont je m'étais convaincue que c'était de l'amour. Et ça l'était, d'une certaine façon. Mais à un moment donné, l'amour s'était transformé en complaisance et la générosité s'était endurcie en attente silencieuse. Je les avais formés à me voir comme une ressource, pas comme une personne. Cette prise de conscience m'a piquée, mais elle m'a aussi libérée. Je n'étais pas responsable des choix qu'ils avaient faits après avoir accepté mon aide. Je n'étais pas responsable de l'égocentrisme qui avait couvé en l'absence de gratitude. Je n'étais pas responsable du fait qu'à un moment donné, ils avaient cessé de me voir tout court. Ils n'avaient vu que ce que je pouvais leur donner. Et quand j'ai cessé de donner, ils ont appelé ça de la trahison. J'ai repensé au visage de Derek ce jour-là, sur le parking, à la façon dont sa colère s'était transformée en quelque chose de presque enfantin, quand il a réalisé que les anciennes règles ne s'appliquaient plus. J'ai repensé à la voix de Sarah au téléphone, tremblante, cherchant la mère qu'elle s'attendait à voir toujours là, peu importe le peu d'attention ou de respect qu'on lui montrait. Mais la vie ne fonctionnait pas comme ça. Pas si on voulait garder son âme intacte. J'ai passé plus de temps dehors après ça. J'ai mis mes mains dans la terre du jardin, sentant la force revenir dans mes doigts, à chaque racine tenace que j'arrachais. J'ai taillé les rosiers qu'Harold avait plantés, les regardant repousser plus fort après chaque coupe soigneuse. Parfois, la croissance demandait un peu de brutalité. Parfois, la survie exigeait de tailler les choses qui refusaient de fleurir. J'ai commencé à reconstruire mes journées autour de ce qui me nourrissait, pas de ce qui me vidait. J'ai rejoint un club de lecture à la bibliothèque, où des femmes de mon âge se rassemblaient pour débattre de personnages et de rebondissements,
et rire jusqu'à ce que les fenêtres s'embuent. Je me suis inscrite à un cours de poterie au centre communautaire, façonnant l'argile avec des doigts maladroits, m'émerveillant de la satisfaction de créer quelque chose de désordonné, d'imparfait et d'entièrement à moi. La nuit, j'ai allumé des bougies et j'ai écouté de la musique, de la vraie musique, pas le bruit à moitié entendu qui remplissait l'arrière-plan des dîners du dimanche. J'ai lu des romans qui me faisaient pleurer, et des mémoires qui me faisaient rire, et des poèmes qui me laissaient assise dans le noir, sentant l'étrange et belle douleur d'être pleinement en vie. Je n'étais pas seule, je n'étais pas brisée, je n'étais pas moins que ce qu'ils avaient décidé. J'étais entière. J'ai souvent pensé au mot « bon marché », l'insulte irréfléchie que Derek avait lancée à travers la table ce jour-là. Comme il avait essayé de me faire me sentir petite. Comme il avait eu tort. Parce que la vérité était que mes cadeaux n'avaient jamais été bon marché. Ils avaient été inestimables, mon temps, mon amour, mes sacrifices, ma croyance en un avenir dont je ne profiterais jamais pleinement. Je n'en avais honte d'aucun, mais je n'allais plus les offrir aveuglément. Il y avait un pouvoir à savoir où commence et où se termine sa valeur. Il y avait une paix à choisir qui mérite notre tendresse et qui ne la mérite pas. À la fin de ce mois, j'avais écrit une nouvelle liste. Pas de dettes dues, pas d'offenses subies, mais de choses que je voulais faire, d'endroits que je voulais voir, d'expériences que je voulais vivre pour moi-même, sans m'excuser. Ce n'était pas une bucket list, c'était une déclaration, une promesse à la femme que j'avais été, à la femme que j'étais encore en train de devenir. Le réveil a été silencieux, mais il était complet. Et cette fois, personne ne pouvait me l'enlever. Les appels ont commencé à venir plus fréquemment. D'abord de Sarah, parfois 2 fois dans la même journée, sa voix de plus en plus désespérée dans chaque message qu'elle laissait. Puis de Derek, bien que ses messages soient différents. Des accès de colère courts et brutaux, demandant à savoir ce que je pensais faire. Comment je pouvais être si insensible après tout ce que nous avions traversé ensemble. Je n'ai pas rappelé. Ce n'était pas que je n'entendais pas la tristesse ou la peur dans la voix de Sarah. Je l'entendais clairement, perçant la bravade dont il s'était enveloppé pendant si longtemps. Je l'entendais et je suis restée silencieuse, parce que je savais maintenant que la tristesse seule n'était pas suffisante pour reconstruire quelque chose qui avait été démantelé pièce par pièce au fil des années de complaisance. Un après-midi, Sarah est arrivée à ma porte. Je venais de rentrer du marché de producteurs. Un sac de tomates fraîches et de maïs doux suspendu à mon bras. Elle était là, sur l'allée, les bras croisés sur sa poitrine, comme elle se tenait quand elle était adolescente et qu'elle essayait de faire la dure, après s'être fait prendre en train de sortir en douce. Elle paraissait plus petite maintenant, plus mince, la tension des dernières semaines creusée dans les lignes autour de sa bouche et de ses yeux. J'ai posé les courses délicatement sur le porche avant de croiser son regard. « On a besoin de parler », a-t-elle dit. J'ai hoché la tête et je me suis écartée, la laissant entrer dans la maison. Elle se déplaçait comme quelqu'un qui marchait dans un souvenir, sa main effleurant le bord de la table du couloir, ses yeux s'attardant sur les photos de famille, encadrées, qui bordaient le mur de l'escalier. Je me suis demandé si elle se souvenait de tous les dîners du dimanche, des fêtes d'anniversaire, des innombrables tasses de café partagées sur cette même table de cuisine usée. Nous nous sommes assises l'une en face de l'autre, un tableau familier maintenant, alourdi par une tension inconnue. Elle a commencé lentement.
des larmes lui montant aux yeux, presque immédiatement. Elle s'est excusée, a dit les choses qu'elle pensait que je voulais entendre. Elle a admis que la blague de Derek avait été cruelle, qu'elle aurait dû intervenir, qu'ils avaient pris mon aide pour acquise. Elle a promis qu'ils allaient la changer, qu'ils seraient meilleurs, qu'ils avaient juste besoin d'un peu plus de temps. J'ai écouté. Je l'ai laissé parler chaque mot. Quand elle a terminé, j'ai joint mes mains sur mes genoux, et je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que le pardon n'était pas la même chose que l'oubli, que reconstruire la confiance n'était pas une promesse faite dans un moment de désespoir, mais 1000 petites actions étalées sur des mois, des années, que j'étais prête à avoir une relation avec elle à nouveau, mais que ce ne serait pas la même relation qu'elle avait toujours attendue. Elle ne serait pas construite sur le don silencieux et la prise reconnaissante. Elle serait construite sur le respect. Et le respect avait des conditions. Je lui ai dit que les questions financières resteraient telles quelles. Pas d'annulation de demande. Pas d'effacement de l'ardoise. Ce qui était dû serait payé, en totalité ou pas du tout, mais ça ne serait plus ignoré. Sarah a pleuré plus fort à ce moment-là, suppliant, demandant si on ne pouvait pas juste repartir de zéro, comme si on appuyait sur un bouton de réinitialisation, sur un jeu de société. Mais la vie n'était pas un jeu, et certains coups ne pouvaient pas être annulés. Après qu'elle soit partie, Derek a tenté sa chance en me persuadant. Il a envoyé des fleurs chères dans de grands arrangements, qui ressemblaient plus à des excuses, faites pour être vues que ressenties. Il a laissé des notes qui oscillaient entre la colère et le remords. Il est même venu une fois, debout, maladroitement sur le trottoir, les mains enfoncées dans les poches de sa veste, regardant la maison, mais ne parvenant jamais à la porte. Je l'ai regardé de derrière les rideaux, ne ressentant rien d'autre qu'une étrange sorte de pitié. Il n'avait toujours pas compris. Aucun de leurs gestes ne venait d'un sentiment de reconnaissance. Il venait de la peur de perdre le confort, la peur de perdre la sécurité, la peur de perdre l'accès à ce qu'ils n'avaient jamais vraiment apprécié. Pas une seule fois, l'un d'entre eux n'a demandé comment je me sentais. Pas une seule fois, ils n'ont demandé ce dont j'avais besoin. Il s'agissait toujours d'eux, de leur douleur, de leur combat, de leur malaise. Je suis restée silencieuse. Je suis restée immobile. Je me suis occupée de mon jardin, arrachant les mauvaises herbes avec des mains lentes et délibérées. J'ai fait du pain maison pour la première fois depuis des années. L'odeur de levure remplissant la maison d'une chaleur qui me donnait le sentiment d'appartenir à cet endroit. Je suis allée au cinéma, à des concerts dans le parc, à des cafés, avec de nouvelles amies qui me demandaient comment s'était passée ma journée et m'écoutaient sans attente. De temps en temps, Sarah envoyait un autre message. Chacun plus court que le précédent. Chacun teinté d'un peu plus d'amertume, d'un peu plus de résignation. Elle commençait à comprendre, je pense, dans ses dernières tentatives ratées, de me ramener au rôle qu'il m'avait assigné il y a longtemps. Je n'y retournais pas. Je l'avais dépassé. Le dernier message est arrivé un mardi soir, simple et direct. Tu nous manques, mais je suppose que tu as pris ta décision. Je n'ai pas répondu, parce qu'elle avait raison. J'avais pris ma décision, et pour une fois, je ne la prenais pas pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Je la prenais pour me sauver. Le calme qui a suivi n'était pas du genre oppressant que j'avais autrefois craint. Ce n'était pas un silence qui m'écrasait, rendant la maison plus grande ou plus vide. C'était une chose vivante, qui respirait, un silence qui me donnait l'espace de me rappeler qui j'étais
avant de devenir l'ombre derrière les besoins des autres. Chaque matin, je me réveillais au chant des oiseaux dehors, pas au bourdonnement d'un téléphone rempli de demandes déguisées en affection. Je commençais mes journées, non pas avec des listes de courses pour les autres, mais avec les lents rayons du soleil qui rampaient sur le sol de la cuisine et l'odeur du café frais qui flottait du pot. J'ai passé de longs après-midi dans le jardin, plongeant mes mains dans la terre riche, sentant le pouls de la vie sous mes doigts. J'ai planté des rangées de tomates et de poivrons, bordé l'allée de lavande, rempli le jardin de fleurs sauvages qui accueillaient les abeilles et les papillons. Le jardin est devenu un lieu de prière silencieuse. Chaque graine que je plaçais dans la terre était une promesse à moi-même de continuer à grandir, peu importe ce qui avait été perdu. Souvent, pendant que je travaillais, mon esprit vagabondait vers Harold. Je me souvenais de la façon dont il sifflait sous son souffle quand il tondait la pelouse, de la façon dont il laissait toujours ses bottes dehors, même quand il pleuvait. Je pouvais encore le voir à la table de la cuisine, lisant le journal avec ses lunettes posées bas sur son nez, tapotant ses doigts contre la tasse de café en céramique qu'il aimait. Son absence était toujours un vide à l'intérieur de moi, mais elle ne faisait plus mal de la même manière brute. Elle s'était adoucie, devenant une partie du paysage de mes journées, tout comme le vieux chêne dans la cour, patiné, familier et fort. Harold avait été mon premier grand amour, l'homme qui m'avait appris que le partenariat consistait à se soutenir mutuellement, pas à s'accabler. Pendant longtemps après son décès, j'ai pensé que je ne retrouverais jamais ce genre de compagnie. Je m'étais résignée à vivre mes années seule, enveloppée dans des souvenirs. Mais la vie, il me semblait, n'avait pas fini de me surprendre. Ça a commencé simplement, comme la plupart des choses importantes. Un vieil ami, Walter Mason, qui avait perdu sa femme à peu près au même moment que moi, j'avais perdu Harold, a commencé à passer après ses promenades matinales. Au début, c'était juste pour une tasse de café rapide, un rire partagé à propos des écureuils têtus qui pillaient mes mangeoires d'oiseaux. Puis sont venues des visites plus longues, des soirées passées à parler sur le porche des livres que nous lisions, des souvenirs d'une ville qui avait changé autour de nous, alors que nous étions restés en grande partie les mêmes. Walter était différent d'Harold de bien des manières. Il était plus calme, plus réfléchi dans ses mots. Là où Harold était rapide à plaisanter et à taquiner, Walter écoutait avec une patience qui me faisait me sentir vue d'une manière que je n'avais pas réalisé qu'elle me manquait. Être avec lui n'était pas une question de combler le silence, c'était de le partager. Un après-midi, alors que nous regardions le coucher de soleil peindre le ciel de traînées roses et dorées, Walter a pris ma main dans la sienne. Sa paume était rugueuse, sa prise était douce. Il n'a rien dit, et il n'en avait pas besoin. J'ai senti l'offre là, silencieuse et stable. Une invitation non pas à remplacer ce qui avait été perdu, mais à construire quelque chose de nouveau, sur la vie que j'avais si soigneusement récupérée. En quelques mois, nous avons décidé, un peu timidement, de nous marier. Pas parce que nous en avions besoin, pas parce que la vie semblait incomplète sans une alliance, mais parce que nous voulions marquer le nouveau chapitre que nous commencions ensemble. La cérémonie serait petite, juste quelques amis proches dans le jardin que j'avais planté de mes propres mains. Pas de grands discours, pas de robe blanche, juste des promesses murmurées dans l'air d'été et tenues fermement entre deux personnes qui savaient ce que cela signifiait d'avoir perdu et de s'être retrouvées. Au fur et à mesure que les plans se concrétisaient, je me suis retrouvée à sourire plus souvent,
pas les sourires polis et habituels que j'avais portés pendant des années, mais de vrais sourires qui me réchauffaient de l'intérieur. De temps en temps, je voyais encore un appel manqué ou un message de Sarah, mais il ne me tiraillait plus de la même manière qu'il l'avait fait autrefois. Je lui souhaitais bonne chance, silencieusement. Puis, je revenais à la vie qui se déroulait devant moi. Un soir, enveloppée dans un châle, contre la brise fraîche, je me suis assise sur le porche avec Walter à mes côtés. Les étoiles se sont réveillées dans le ciel de velours sombre, et le carillon a chanté sa douce musique au-dessus de nos têtes. J'ai pensé à Harold, et j'ai souri, sachant qu'il aurait approuvé. J'ai pensé à Sarah et Derek, et je n'ai ressenti aucune amertume, seulement une sorte de gratitude lointaine pour les leçons douloureuses qu'ils m'avaient apprises. C'était ma vie, pas une existence de seconde main empruntée aux rêves de quelqu'un d'autre, pas une salle d'attente pour les priorités des autres. Elle était mienne, et elle était belle. Pour la première fois depuis très longtemps, je ne regardais pas en arrière, je regardais en avant, vers un lendemain que je n'avais plus peur de rencontrer, vers une vie qui n'était pas une question de perte, mais d'amour, audacieuse, imparfaite et entièrement mienne.